Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet assez sensible pour plusieurs personnes et qui a été longtemps assez sensible pour moi. Je vais vous parler aujourd'hui de l'emprise familiale. Alors, elle peut se présenter sous plusieurs formes. Il y a bien entendu des familles où les dynamiques sont euh, ouvertement assez toxiques, c'est-à-dire que on se sent hyper contrôlé, il y a de la violence, il y a des abus de toutes sortes. Hem et la famille, ou le système familial est conçu de telle sorte qu'on ne puisse pas en sortir, ou alors de telle sorte que si on souhaite en sortir, on doive, couper les ponts ou, s'enfuir loin. Bref, je pense que vous voyez de quel genre d'emprise je veux parler. Des emprises vraiment visibles, mmh, assez, évidentes aux yeux de tous. Hem Évidente aussi aux yeux de ceux qui l'ont installé et de ceux qui sont à l'intérieur, et dans laquelle, soit les gens se complaisent parce ils y trouvent des avantages et puis ils se sont accommodés, soit les gens se soumettent parce ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix, et que parce que, bien souvent, l'idée de se retrouver sans famille, est quand même assez, effrayante. Surtout quand on a été élevé dans des systèmes, où on mettait le clan ou la famille en avant, dans des cultures, très, très, familiales, un peu comme les cultures africaines, ou, les cultures, asiatiques, ou même certaines cultures européennes. Excusez-moi, je suis un peu malade. Dans lesquelles, on met vraiment la famille, le clan, le respect des traditions et des règles familiales au premier plan, et où on les impose comme, condition sine qua non à une vie, honorable, acceptable, voire agréable. Ça, c'est le premier type d'emprise, que je voulais évoquer. Ce qui, m'interpelle le plus et m'a poussé à faire ce podcast, c'est le deuxième type d'emprise. Donc une emprise un peu plus subtile. Donc ce qui m'a, j'ai été interrompue, désolée. Ce qui m'a, poussée à vouloir faire ce podcast, c'est le deuxième type d'emprise, une emprise un peu plus, beaucoup plus subtile, tellement subtile que parfois elle passe inaperçue, ou alors, quand on s'en rend compte, c'est vraiment très compliqué de s'en de s'en dépêtrer. C'est une emprise, qui, est bien souvent visible dans les familles et les organisations familiales où, voilà, on prône l'entente, on prône, l'amour, on prône l'égalité, mais où toujours le prérequis, c'est qu'on place la famille, le clan au premier plan, hem et on la met comme condition sine qua non à une vie épanouie, à une vie, honorable, à une vie, après souvent on met aussi la religion par-dessus, à une vie, validée et encouragée par Dieu, en utilisant bien souvent la phrase, «Honore ton père comme ta mè» hein? «Honore ton père et ta et ta mère comme moi-même». Désolée, désolée pour, tous les tous les croyants qui écouteront ça. Hem et 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 donc voilà, c'est cette 2e catégorie d'emprise où en fait on a l'impression au début qu'on est heureux, soutenu, qu'on fait partie d'un bloc, hem, dans lequel tout va bien, qu'on a des gens sur qui on peut compter, quoi qu'il arrive dans nos vies. Cette deuxième Ce deuxième type d'emprise-là est pour moi quand même
déjà le plus sournois, le plus difficile à identifier et aussi le plus difficile à à, à fuir, à à fuir, bah, c'est le terme qui me vient. Le plus difficile à fuir. Souvent, le moment où on se rend compte qu'en fait, il y a un problème, quand on grandit dans une famille, voilà, où les gens s'aiment, hein, je ne remets pas en cause, la partie amour, c'est pas ça le propos. Hem, mais dans une famille où on a appris aux gens que, parce qu'ils sont issus de la même famille, en fait, ils doivent être interdépendants, où on leur a appris qu'ils ne peuvent être heureux que si à côté leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, pour ceux qui se restreignent à la famille, restreinte et parfois ça va plus loin. On rajoute les tantes, les oncles, les cousins, les grands-parents et cetera. Pour ceux qui ont grandi dans ce genre de famille où en fait on leur faisait comprendre qu'ils ne peuvent pas être pleinement heureux, ils n'ont pas le droit d'être pleinement heureux et à l'aise si leurs relations familiales, leurs diverses relations familiales ne sont pas aussi heureux et à l'aise. Pour ces gens-là, au début, tout va bien parce qu'on a été élevé dans ça, on a l'impression que ça fonctionne plutôt bien parce que ceux qui sont dans la génération d'avant n'ont parlé que des bons côtés de la chose. Ils n'ont absolument jamais évoqué toute la partie un peu, nocive, toxique de ce mode de fonctionnement. Donc on est persuadé qu'en fait, on est dans un système pérenne dans lequel tout le monde est épanoui, qui gagnerait à être, propagé et surtout dans lequel on est libre d'aimer, son frère, sa sœur, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son cousin, sa cousine, sa tante, son oncle et cetera. Le moment où ça devient un peu compliqué, où on se rend compte qu'en fait, tout est beau, mais il y a un problème quand même quelque part, c'est le moment où on commence à avoir, une, une envie personnelle, une ambition personnelle, hem et c'est encore plus accentué quand on a le malheur d'avoir une envie ou une ambition qui est totalement différente de ce qui a pu s'être déjà vu dans la famille. Le moment où on commence à vouloir, sortir un peu ses ailes, déployer ses ailes, s'envoler, le moment où on veut sortir du carcan familial et juste aller construire sa légende personnelle. À ce moment-là, on commence à voir les failles de ce système. Encore plus quand on est dans le système familial, là où une des personnes qui globalement s'en est sortie le mieux, d'un point de vue, place dans la société, d'un point de vue, financier, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que, beaucoup dans nos cultures, hem, traditionnelles, même pas traditionnelles, dans nos cultures actuelles. En tout cas, moi, je parle pour la culture africaine. On met beaucoup l'argent au centre. On met beaucoup la capacité financière à porter les autres au centre. Quand on veut sortir de cette construction-là, quand on veut commencer à dire qu'en fait, j'ai aussi ma vie à mener, j'ai aussi mes ambitions à atteindre, j'ai aussi mon propre chemin à tracer, je ne suis pas forcément obligée d'être responsable de la vie de tous les autres. Je n'ai pas forcément la capacité à pourvoir à tous les besoins, financiers. Parfois, c'est même pas que le financier, parce qu'il faut être le pouvoir financier, il faut être le pouvoir émotionnel, il faut être la personne qui prend les décisions, il faut être la personne qui dispatche les décisions. Heu, voilà. À partir du moment où on commence à dire: «En fait, là, je peux plus. Là, en tant que personne, en tant qu'humain, là, c'est trop. Je sens que je coule». Là, on commence à voir les failles du système. Parce que tous ceux qui clamaient un amour,
phénoménal, un soutien inconditionnel, avant, toutes ces personnes-là et qui étaient bien contentes de profiter de ce système, commencent quelque part à montrer leur vrai visage. Et là, on se rend compte qu'au-delà de l'amour qui peut être là, il y a aussi surtout les intérêts de tout un chacun. Il y a aussi surtout la peur pour certains de voir le clan se dissoudre parce que eux ils trouvent leur force dans le clan. Et quand on est une force individuelle qui est capable de se construire toute seule en dehors du clan, là on menace l'intégrité du clan. Eux, ils voient le fait que si une personne sort du clan, ça veut dire qu'on montre aux autres qu'en fait on peut exister en dehors du clan. Et donc ça met en difficulté le système qui a été établi. Et là, c'est danger, danger pour ceux qui profitent le plus de ce système-là. Donc c'est une sorte d'emprise assez subtile qui le plus souvent est établie par je veux dire, les patriarches ou ceux à qui on a donné les rênes dans la famille. Donc ça, c'est souvent les pères, les mères ou alors les successeurs. Et en fait, c'est comme des fils invisibles qu'on a tissés vraiment de façon très patiente, un peu comme une toile d'araignée. Et en fait, un jour, on se réveille et on se dit, en fait, là, j'arrive plus à bouger, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tu es coincé dans la toile d'araignée de ta famille aimante, parfaite, exemplaire. Il se passe que tu t'es noyé tu as noyé ton individualité dans le, dans la collectivité. Il se passe que ta voix est complètement étouffée parce qu'on veut que quelque part tu sois un clone de l'archétype du, 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 du membre du clan. Et quand tu as des velléités d'indépendance, quand en fait tu comprends que c'est pas une façon saine de fonctionner, là tu deviens l'ennemi public numéro un. Et on utilise tous les moyens pour te faire rester. Bien souvent, c'est la culpabilité, la culpabilisation. Bien souvent, c'est on veut jouer sur on veut profiter de ton côté empathique. Donc on te dit, ben, regarde tel, il peut pas s'en sortir, il faut que tu l'aides. Mais en fait, tu te dis que mais tel, lui et moi, on a le même âge, elle et moi, on a le même âge. À quel moment moi je construis ma famille, à quel moment je me réalise en tant que personne, parce que c'est aussi un droit fondamental que j'ai en tant qu'être humain, que de pouvoir me réaliser personnellement. En fait, en tant qu'être humain, on est responsable d'abord et avant tout que de son propre épanouissement et de son propre bonheur. Ensuite, on est responsable, en tout cas, durant une partie de leur vie, de l'épanouissement et du bonheur. De l'épanouissement, parce que le bonheur, de l'épanouissement, en tout cas, ou au moins de l'aide à l'épanouissement de nos enfants, mais ça s'arrête là, en fait. On ne peut pas demander à un adulte d'être responsable de l'épanouissement et du bonheur d'un autre adulte. C'est pas ça, c'est même pas possible. Tout ça, c'est des illusions. Donc, si vous avez l'impression que par votre action, vous rendez d'autres adultes euh, épanouis, heureux, contents, c'est très bien. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que en réalité, c'est chacun qui est responsable de son bonheur et de son épanouissement. Et ne pensez pas que parce que vous allez sacrifier vos vies, prendre des gants, éviter de heurter les autres vont être compréhensifs et se mettre à votre place en fait. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Le jour où ils vont estimer que vous les laissez tomber, en tout cas, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais voilà, ils sont quand même beaucoup plus nombreux à être comme ça. Bah, ce jour-là, vous allez avoir de sérieuses déconvenues. Et puis surtout, se réveiller à l'aube
de, je sais pas moi, de la soixantaine, ou même de la mort, et se rendre compte qu'en fait, on a passé sa vie à vivre que pour les autres, et qu'en fait, quand on regarde la vie de ces autres-là, ils sont beaucoup plus heureux que nous, parce que eux, ils n'ont sacrifié leur bonheur personnel pour personne, ils n'ont sacrifié leurs ambitions pour personne. Au contraire, ils ont utilisé le bonheur et l'ambition des autres pour nourrir les leurs. On se dit en fait qu'on a été le dindon de la farce, qu'on a été l'idiot du village. Et encore une fois, c'est très subtil parce qu'il y a même des gens qui sont dans ces dynamiques du clan là, qui en profitent, mais pas de façon intentionnellement mauvaise ou que sais-je. C'est pas des personnes qui vont intentionnellement venir vous siphonner. Mais en fait, elles vont juste pas vous dire non quand vous allez proposer de donner, donner, donner. Elles vont se nourrir de vous. Elles vont trouver même ça, au final, totalement normal que les choses se passent comme ça. Et si vous ne mettez pas le haut là, si vous ne dites pas stop, bah, le flux continu qui part de vous pour aller nourrir les autres sans qu'il y ait de réciprocité ne va jamais s'arrêter. Et au fil du temps, vous serez complètement vidé. Complètement vidé. Ce genre d'emprise est encore plus sournois quand elle est nourrie par les personnes en lesquelles on estime qu'on peut avoir le plus confiance. Donc, les parents, le père ou la mère. Quand par exemple vous avez dans des familles des mères qui viennent murmurer aux oreilles d'autres enfants pour qu'ils consacrent les efforts de toute leur vie à aider des frères ou des sœurs, alors qu'on est tous adultes en fait, là c'est problématique. Quand vous avez des parents qui demandent à un de leurs enfants, un ou plusieurs de leurs enfants, de mettre leur vie entre parenthèses, le temps d'aider un autre frère ou une autre sœur à évoluer dans sa vie, c'est problématique, surtout qu'en général, la parenthèse ne se rouvre jamais. Parce qu'on se dit, ok, je vais serrer les dents pendant 3 4 ans. Alors, on serre les dents pendant 3 4 ans, ça y est. La personne, ça y est, elle est à la fac ou en école ou je ne sais quoi. Bientôt, elle peut travailler un petit peu pour subvenir à ses besoins. Bientôt, elle pourra payer, elle pourra subvenir à ses besoins. Après, maintenant, elle n'arrive pas, il n'arrive pas, il faut l'aider, on serre encore les dents 3 4 ans. Ok, la personne a déjà un job. Il faut l'aider, ok, on serre les dents 3 4 ans, il faut l'aider à payer son loyer. Oh, pendant ce que vous serrez les dents 3 4 ans, 3 4 ans, 3 4 ans, 10 ans sont passés, 10 ans de votre vie, vous n'avez pas fait grand-chose. Et ce n'est pas un discours pour demander d'arrêter d'aider, c'est pas du tout ça. C'est juste que quand on aide, il faut le faire de façon à ce que son intérêt personnel ne soit pas mis de côté ou ne soit pas délaissé. Il faut aider en se disant, voici ce que je peux te donner sans me mettre moi en danger. Pour le reste, en fait, il faut que tu te battes. Voici ce que je peux te donner tout en pouvant être capable de continuer à construire ma vie personnelle, à construire mes ambitions. Pour le reste, il faut que tu te battes. Je ne peux pas te donner toute ma vie pour que tu construises la tienne. Sinon, alors, pourquoi on est né chacun dans un corps différent, avec chacun sa propre vie? C'est à chacun de prendre ses responsabilités. On peut pas être, on peut pas porter tout le monde tout le temps sur ses épaules. C'est pas du tout ça comme façon de fonctionner. Et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup d'aînés de famille qui ont tout donné pour leurs cadets, tout. Et il y avait de l'amour, hein. Les cadets aiment, les cadets respectent. C'est pas ça le point. Mais ils ont tout donné, tout donné. Et à la fin, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas une vie très satisfaisante. Leur seule satisfaction, c'est de se dire, ok, mon petit frère a réussi, ma petite soeur a réussi.
je vais financer leurs études. And then what? Parce que parfois, quand ces petits frères ou ces petites sœurs veulent monter sur le grand chevaux pour ensuite vous dire n'importe quoi, ils se gênent pas, hein. Et qu'est-ce que vous allez faire? Dire, oh, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, c'est moi, c'est grâce à moi que tu es là. And then what? Donc voilà, je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur ça parce que l'emprise familiale peut se manifester de diverses façons. Il y a vraiment des emprises très évidentes, très, voilà, tout le monde sait que là c'est toxique. Et il y a des emprises différentes qui sont beaucoup plus subtiles, qui n'apparaissent pas dangereuses, mais qui parfois se retrouvent être les plus dangereuses parce qu'elles font des dégâts sur le très très long terme. Et parce que parfois les gens sont tellement plongés dedans qu'ils ne se rendent même plus compte qu'il y a un problème, quoi, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un podcast, mais bon, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. C'était Gladys.